Bonjour, nous sommes le dimanche 29 juin et il fait très très bon dehors. Il est 10 heures et déjà on sent la chaleur. Bref, aujourd'hui on va parler de Jean-Marc Sabatier. Je vais vous faire voir deux vidéos qui ont été enregistrées suite à une manif, enfin une petite manif qui a été organisée en face du Palais Brongniart pour contester l'annulation d'un congrès qui devait rassembler des scientifiques de pays étrangers avec Jean-Marc Sabatier pour justement apporter des nouvelles lumières sur, enfin nouvelles, pas si nouvelles que ça, mais en tous les cas éclairer la conscience et les médias sur le danger de cette vaccination avec la technologie ARN messager, puisque on sait très bien qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a des effets secondaires très importants et très graves qui fait que aujourd'hui, les animaux d'élevage sont piqués avec ce poison et vous allez retrouver ce poison dans vos assiettes fatalement puisque évidemment personne ne pourra y échapper. Donc ce que je vous propose c'est d'écouter Jean-Marc Sabatier. On va l'écouter ensemble parce qu'il a été interviewé par Dupont-Aignan. Et puis, il y a une autre interview aussi qui suit, je ne sais pas qui l'a interrogé, mais c'est très intéressant de l'entendre sur ce sujet. Et ensuite, on en discute. Je suis devant le Palais Brongniart à Paris, où devait avoir lieu un colloque Santé et Humanité international avec de grandes personnalités scientifiques. Il a été censuré. Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire, vous étiez un des grands invités de ce colloque. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs vous présenter pour qu'on vous connaisse mieux, même si vous faites l'objet d'attaques très ciblées parmi tous ceux qui ne veulent pas voir la vérité apparaître? Oui, bonjour Nicolas. Alors moi je suis en fait docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. J'ai aussi une habilitation à diriger des recherches en biochimie et je suis directeur de recherche au CNRS en activité et je m'exprime ici en mon nom propre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a j'ai avec moi là un grand scientifique qui s'est toujours exprimé après des études sérieuses, qui est au CNRS. Il s'exprime à titre personnel, bien sûr. Et pourquoi, selon vous, ce colloque a été annulé? Je pense que le colloque gêne puisqu'il y avait des grandes personnalités étrangères qui venaient, comme le docteur Malone, il y avait deux prix Nobel aussi, américains, et le docteur Malone est connu pour ses positions justement contre les vaccins ARN messagers, d'ailleurs qu'il a découvert. Et donc je pense que justement la tenue de ce congrès posait des problèmes. C'est un congrès organisé par le professeur Giuseppe Fritto, qui est le président de le WABT, qui est une académie mondiale en fait de santé. Et je pense que c'est la raison, en fait, justement. Sur quel motif a été annulé ce colloque? Annulé quelques jours avant, il devait avoir lieu le week-end dernier. Oui, tout à fait, oui, je devais y participer. Alors, il a été annulé, d'après ce que je sais, parce qu'il craignait des manifestations, donc des dangers sécuritaires ici pour le Palais Brongniart. Donc nous sommes dans un pays qui se dit le pays de la liberté, où un colloque international avec les plus grands scientifiques en biologie est interdit tout simplement parce qu'ils vont parler des effets des vaccins ARN messagers. Alors, sur ces vaccins ARN messagers, quelles ont été vos découvertes? Quelle est votre thèse? Et pourquoi vous faites l'objet de tant d'attaques? Je pense que je fais l'objet d'attaques parce que ça les dérange. Parlez bien parce que fort, si je peux me permettre. Disons que j'ai un discours scientifique sur les problèmes réels que pose la vaccination ARN messager, parce que la stratégie est pas du tout au point. Et je pense que ça les dérange, puisqu'il y a non seulement la stratégie vaccinale contre la Covid, mais maintenant il y a toute une stratégie vaccinale ARN messager contre les animaux d'élevage, les animaux domestiques. Il compte à l'horizon 2030 changer tous les vaccins actuels, y compris ceux qui posent pas de problème, par des vaccins ARN messagers. Et donc la stratégie en elle-même ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la vaccination ARN messager est complètement expérimentale.
les effets sont très délétères. Et actuellement, ils poussent une stratégie particulière à ARN messager, qui est l'utilisation de vaccins ARN messager auto-amplifiants. Et là, ce sont les pires, puisqu'on intègre une information génétique dans l'ARN messager qui va coder pour un complexe enzymatique qui s'appelle le complexe réplicase, qui permet de copier l'ARN messager auto-amplifiant, donc faire des copies de cet ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'en théorie, il n'y a plus besoin de rappels vaccinaux, c'est-à-dire qu'on nous injecte une fois l'ARN messager auto-amplifiant et notre organisme fabrique en permanence du complexe réplicase et l'antigène en question. Ça peut être la protéine spike pour un vaccin anti-Covid, ou ça peut être de l'hémagglutinine H5 par exemple pour la grippe aviaire, etc. Donc, alors je vais être très clair parce que moi je suis là pour comprendre et je veux vous donner la parole pour que tous les Français puissent savoir. Il ne faut pas confondre donc le vaccin classique. Vous n'êtes pas un anti-vaccin classique. Ah non, pas du tout. Et il y a la preuve que je ne suis pas anti-vax, parce que j'avais fait donc en décembre 2020 un article dans France Info où je disais que le vaccin anti-Covid c'était très bien, qui allait arriver, hein, puisque les vaccinations allaient commencer. Et je pensais que c'était un vrai vaccin. En fait, c'est pas du tout un vaccin. Et j'avais soulevé le problème de la possibilité que l'antigène, c'est-à-dire que la protéine spike, se fixe sur le récepteur ECA2, sur ça ou ses cibles, et donc que ça allait poser un problème, puisqu'en fait la protéine spike vaccinale peut dérégler le système rénine-angiotensine, qui est à l'origine justement des pathologies Covid. Alors, si je reprends, pour être très pédagogique, moi je suis pas médecin, quelle est la différence entre un vaccin classique et un vaccin ARN messager? Et si j'ai bien compris, à l'occasion de la crise Covid, il y a certains pays, il y a eu des vaccins qui étaient des vaccins classiques, et puis il y a eu cette grande invention qui a été démontrée, enfin qui a été pas prouvée, qui a été vendue comme un miracle technologique, qui sont les vaccins ARN messagers. Quelles sont les différences? Quelle est la différence fondamentale? Et deuxième question, quelles sont les conséquences que vous avez vues, puisqu'il y a énormément d'alertes dans le monde entier? Le nouveau ministre de la Santé, Kennedy, a indiqué que les vaccins ARN messagers n'étaient pas sûrs. Il les a décommandés, si je puis dire, pour les jeunes et les personnes âgées, dans une récente décision. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer, vous qui êtes un chercheur, un scientifique, parce qu'on nous accuse et on vous accuse de ne pas être scientifique, quelle est la différence et quels sont les risques de ces vaccins ARN messagers et pourquoi alors, s'ils ne sont pas sûrs, comme le dit d'ailleurs Kennedy et la nouvelle administration américaine, pourquoi en France, en revanche, ils sont développés, et ils sont développés par exemple pour les canards d'élevage. Voilà, et après j'aurai une autre question là-dessus. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins, jusqu'en 2019, c'était des vaccins dits classiques. Donc il y avait des vaccins à microbes inactivés, par exemple à virus inactivés. Il y avait des vaccins à microbes atténués, donc des souches pas virulentes, disons pas dangereuses. Il y avait des vaccins à microbes qu'on appelle à vecteurs viraux, hein, c'est-à-dire on utilise un autre microbe qui va exprimer donc un gène qui va coder pour l'antigène en question. Et puis il y a les protéines recombinantes aussi, où on utilisait en fait juste une protéine du microbe. Voilà, ce sont les vaccins classiques. Hein. Et là, ils ont développé donc des vaccins entre guillemets à ARN messager. Alors l'approche est tout à fait différente, c'est-à-dire que on va vous injecter l'ARN messager qui va être protégé par une gangue de nanoparticules lipidiques qui vont servir donc à atténuer la réaction de stimulation du système immunitaire inné et qui vont permettre en fait à l'ARN messager d'être vectorisé à l'intérieur des cellules parce que spontanément l'ARN messager ne rentrerait pas dans la cellule et une fois qu'il est dans la cellule, à ce moment-là, il peut être traduit par la machinerie de notre organisme, la machinerie cellulaire, la machinerie des ribosomes, justement en protéines correspondantes, c'est-à-dire en protéines spike pour les vaccins entre guillemets anti-Covid. Alors ces vaccins ARN messagers, entre guillemets, il y en a plusieurs types. Il y a les conventionnels, ce sont ceux qu'on connaît ici avec le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, avec le Spikevax de Moderna. Mais il y a ici les vaccins ARN messagers auto-amplifiants, transamplifiants et à point quantique de graphène qui sont donc en développement. Alors là, le problème, il vient du fait que quand on injecte deux personnes différentes avec la même quantité d'ARN messager, ces personnes ne vont pas nécessairement produire la même quantité d'antigènes.
hein. Il y a des personnes qui vont produire, par exemple, dans les cas des vaccins, entre guillemets, anti-Covid, qui vont produire beaucoup de protéines spike, d'autres qui vont en produire très peu. Donc ça, c'est le premier problème, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la quantité de l'antigène qui va être effectivement produit. Après, la deuxième chose, c'est qu'on maîtrise pas la demi-vie et la biodistribution des ARN messagers. On ne sait pas où ils vont. Ils restent pas dans le muscle deltoïde, en tout cas. Ils circulent. Ils sont captés donc par les différents organes et tissus. Donc, ils peuvent se retrouver donc dans différents types cellulaires et donc fabriquer de la protéine spike. Donc, on maîtrise pas la biodistribution. On maîtrise pas non plus leur demi-vie parce qu'ils sont entièrement modifiés. Ce qu'on entend, c'est toujours les ARN messagers, c'est très instable, donc ça va être traduit en protéines spike et puis ça va être dégradé immédiatement. En fait, c'est complètement faux. La demi-vie de ces ARN messagers qui ont été entièrement modifiés est très très longue. Elle dure des mois. On peut la détecter des mois après une injection vaccinale. L'autre chose qui est pas des moindres, c'est qu'ils utilisent dans ces ARN messagers un dérivé de nucléotide qui s'appelle la méthyl-1-pseudouridine, et on sait que ce dérivé conduit à la production de protéines hors cible, qu'on appelle aussi protéines fantômes, protéines aberrantes, et quelque part c'est très grave. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va vous injecter cet ARN messager qui va contenir une multitude de dérivés méthyl-1-pseudouridine, par exemple, un ARN messager conventionnel contre la Covid, c'est à peu près 4300 nucléotides. Donc, il y a plus de 1000 méthyl-1-pseudouridine. À chaque fois, il y a entre 8 et 12% d'erreurs de saut du cadre de lecture de plus 1 avec les méthyl-1-pseudouridine qui conduisent donc à la production d'une multitude de protéines inconnues. Et ces protéines inconnues vont stimuler le système immunitaire. Et donc, ça va pouvoir, en cas d'immunoréactivité croisée, ce qui sera forcément le cas, ça va déclencher des troubles métaboliques, puisque ça va affecter des voies de signalisation cellulaires, ça va pouvoir lancer des maladies auto-immunes, ça va pouvoir lancer des cancers, on maîtrise rien. Donc, ce que vous voulez dire, en fait, c'est que la recherche n'est pas assez établie sur cette espèce de bombe à retardement qu'on envoie dans l'organisme avec des personnes qui réagissent différemment. Parce que moi, ce que me disent vos opposants, si je puis dire, ou nos opposants, qu'importe, c'est oui, mais regardez, vous dites que c'est une catastrophe, mais il y a des milliards de gens qui ont été vaccinés et ils n'ont rien. Et les effets secondaires dont vous parlez, qu'ils reconnaissent maintenant, ne sont que des effets secondaires sur peu de personnes. Or, quand on regarde les statistiques officielles, c'est quand même beaucoup de monde. Mais pourquoi il y a certains individus qui n'ont rien et pourquoi il y en a d'autres qui ont beaucoup? Comment vous répondez à leur argumentation là-dessus? Oui. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a les nanoparticules lipidiques qui, en plus des ARN messagers, sont toxiques. C'est-à-dire ces nanoparticules lipidiques, ça va être du cholestérol, ça va être des phospholipides, ça va être des lipides pégylés, des lipides cationiques. Et on sait que les lipides pégylés et les lipides cationiques ne sont pas des lipides naturels. Et on sait qu'ils sont toxiques. Et donc, toutes les données qui existaient même avant 2019 montrent que les ARN messagers, la stratégie vaccinale ARN messager ne fonctionne pas. Toutes les données sont négatives. Donc quand on dit que le fait de refuser la vaccination ARN messager, c'est être anti-science, c'est pas vrai. C'est justement être scientifique, parce que les données expérimentales qui ont été publiées, qui sont accessibles à tous sur PubMed, qui ont été publiées donc avant 2019, montrent bien que ça ne fonctionne pas. Alors sur ces données scientifiques, vous avez répondu à des fact-checkers, vous avez été attaqué une fois et vous avez répondu. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous passiez les liens des données que je mettrai sous la vidéo pour que tout le monde puisse vérifier ce que vous dites et qu'on ait un vrai débat. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à le dire. Et justement, dans ce colloque qui a été interdit, un colloque interdit en France, il y avait des invités qui partagent votre point de vue, j'imagine. Oui, dont Robert Malone, justement, en fait, fameux Robert Malone, qui est le père en fait des ARN messagers, qui a travaillé dessus dans les années 80. Donc c'est lui qui avait inventé et qui maintenant le critique. Oui, tout à fait, oui. Alors, aussi sur la question précédente, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire des formes plus ou moins sévères de pathologie Covid suite à une injection vaccinale ou suite à une infection, et ça dépend du patrimoine génétique de la personne, notamment de son complexe majeur d'histocompatibilité. C'est un petit peu complexe pour les gens, mais ça va dépendre de la génétique des personnes, parce qu'on n'est pas équivalent génétiquement. On a un système HLA
qui est présent sur toutes nos cellules et qui va déterminer en fait notre sensibilité plus ou moins à un dérèglement du système rénine-angiotensine, puisqu'il y a des allèles, on connaît à peu près 1000 allèles des HLA de classe 1 et de classe 2. Et il y a certains allèles qui vont conférer une bonne résistance à un dérèglement du système rénine-angiotensine et d'autres au contraire qui vont conférer une certaine sensibilité qui va faire que ces personnes-là vont avoir plus de propension à faire des formes très délétères de Covid, par exemple. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a la présence ou non de comorbidité. C'est-à-dire quand vous avez une comorbidité, quand vous êtes obèse, quand vous êtes hypertendu, quand vous avez un diabète de type 2, que vous avez une maladie auto-immune, que vous avez un cancer, vous avez déjà un dérèglement du système rénine-angiotensine et donc il est plus facile pour vous de faire des formes très sévères de Covid parce que vous avez déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Et puis il y a votre taux plasmatique de vitamine D, aussi de calcidiol, qui est très important parce que la vitamine D, dont le taux plasmatique doit être supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. C'est un taux qui est très important parce qu'il va être très protecteur contre les dérèglements du système rénine-angiotensine parce que c'est un frein à la suractivation du système rénine-angiotensine et c'est une suractivation qui est induite par la présence de la protéine spike, par exemple. Voilà, c'est pour ça que j'ai recommandé très tôt en fait l'utilisation d'une supplémentation en vitamine D qui va être très protectrice, y compris chez les gens qui ont des comorbidités et surtout même chez eux, pour éviter de faire des formes graves. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience par beaucoup de gens du caractère dangereux dès la vaccination ARN. Il y a beaucoup de Français qui se sont fait abuser, qui ont eu 1 dose, 2 doses, qui ont renoncé à la 3e dose, à la 4e, à la 5e. Quel conseil vous leur donneriez? Parce que souvent ils me disent, oui, vous passez votre vie à rappeler ça, ne nous rappelez plus des mauvais souvenirs, de toute façon on nous a forcés, qu'est-ce qu'on peut faire? Au-delà de la dénonciation de ces vaccins ARN, qui ne sont donc, comme le dit Kennedy aux États-Unis, qui ne sont pas mûrs, pour être clair, oui, oui. C'est le moins qu'on puisse dire, quel conseil vous donneriez aux gens qui ont été vaccinés et qui aujourd'hui se trouvent confrontés à tous ces dégâts en chaîne? Oui. Eh ben, ce que je leur conseillerais, c'est de procéder à une supplémentation avec des complexes de vitamines déjà, et puis de compléments alimentaires. Alors, ce qui va être très important pour une personne qui souffre d'effets secondaires de la vaccination entre guillemets contre la Covid, c'est d'avoir une supplémentation importante en vitamine D. Justement pour éviter, pour freiner le système rénine-angiotensine qui est suractivé. Donc cette vitamine D, idéalement, elle est prise avec de la vitamine K2. Donc la vitamine K2, elle gère l'homéostasie du calcium et c'est pour ça qu'elle est importante parce qu'en cas d'hypervitaminose D, on peut craindre un dépôt de calcium sur les tissus mous, l'apparition de calculs au rein. Donc il faut de la vitamine D à forte dose. Il faut également donc justement de la vitamine K2. Il faut du magnésium, ce qui va être très important, à peu près 300 mg de magnésium, parce que le magnésium va être un cofacteur des enzymes qui vont transformer la vitamine D3 qui est inactive en calcitriol, qui est la forme bioactive. Alors sans rentrer dans tous les détails, parce que je ne veux pas faire une consultation médicale. Alors, et après on va m'accuser de... Il faut du sélénium, en tout cas il y a des moyens. Il y a des moyens. Du N-acétylcystéine. Bon, il y a des moyens. Pour conclure, partout dans le monde, il y a des gens comme vous, grands professeurs scientifiques, qui dénoncent. Leur colloque est interdit ici. Aux États-Unis, le ministre de la Santé commence à prendre du recul sur tout cela. Il y a un nouveau comité vaccinal qui a été nommé à la FDA. Pourquoi en France, on se précipite avec notamment les vaccins de tous les volailles, enfin les canards plus exactement, ARN messager dupliquant? Est-ce qu'on sait si ces volailles qui vont être vaccinées pourront transmettre tout ça à l'homme qui va les manger? Est-ce qu'on a des indications? Comment on fait? Et ça sera ma dernière question, sinon on va être trop long. Mais comment on fait? Et puis dernière question, avant-dernière question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous attaquent très violemment en disant que vous faites commerce de ça, que vous êtes, etc. Parce qu'il faut leur répondre. Et moi, je vous donne la parole pour que vous leur répondiez comme Christian Perron, comme Didier Raoult, parce que dans cette affaire, moi, je ne suis pas médecin, je veux que la parole soit libre dans notre pays. Et donc, j'estime que les Français ont le droit d'écouter tous les points de vue et après de faire leur jugement. Oui, déjà tout ce qui a été décrit, par exemple dans Marianne, est complètement faux. Hein. Je veux dire, il n'y a jamais eu de cagnotte montée, etc. C'est complètement faux. Je veux dire, moi, la crise Covid, elle m'a coûté de l'argent, elle m'a rien rapporté du tout. Hein. Donc voilà, ça. Donc il n'y a aucun intérêt financier dans la. Absolument aucun intérêt financier. Je dirais même au contraire. Voilà. Alors
autrement, comme vous parliez du vaccin, entre guillemets, ARN messager auto-amplifiant contre les canards, alors il s'agit en France d'un vaccin contre la grippe aviaire. Oui, contre la grippe aviaire, mais quelque part c'est aussi contre les canards. Bon. Mais disons que c'est un vaccin qui s'appelle CEBA, le Response One, et qui produit en fait de l'antigène H5. Hein, pour lutter contre la grippe aviaire, notamment du canard, c'est pour le H5N8. Et en fait, donc c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui utilise apparemment donc un nucléoside modifié d'après la notice, hein, qui est certainement la méthyle-1-pseudoéridine. Et dedans, à la place de nanoparticules lipidiques, il y a des nanoparticules d'oxyde de fer et du squalène, qui est thermorésistant. Alors, il y a 62 millions de canards qui ont été injectés en France. Sans étude préalable. À ma connaissance, non. Et sur les 62 millions, ils n'ont pas tous été injectés avec le vaccin ARN messager auto-amplifiant. Il y en a un peu moins de la moitié, à peu près 28 millions. Le reste est avec un vaccin inactivé, disons classique. Donc on injecte ce produit qui va produire en permanence justement de l'antigène H5, hein, de l'hémagglutinine H5. Alors il y a un danger. Pourquoi? C'est parce que ces ARN messagers dont on dit qu'ils sont thermosensibles le sont pas nécessairement. Un ARN messager, généralement, est détruit, il commence à être détruit à une température de 65 degrés. Le lieu est symbolique, hein, c'est devant l'AFP. C'est aussi le lieu où il y avait donc une réunion importante qui était prévue avec le professeur Trito, qui avait été organisée, et puis qui a été censurée, hein, puisque finalement le meeting va être décalé. Hein. Voilà, donc symboliquement, oui, c'est intéressant d'être là. Vous auriez aimé que des journalistes viennent de l'AFP venir vous Oui, ça aurait été intéressant, oui. Bien. Alors, comme vous le voyez, sa démonstration est très intéressante à Jean-Marc Sabatier. Il a coupé parce que, évidemment, les explications de Jean-Marc Sabatier, effectivement, après tu peux pas suivre parce que il utilise des termes qui sont techniques, qui appartiennent au champ scientifique, et nous, pauvres néophytes, on peut pas suivre parce qu'on n'a pas la maîtrise ni la connaissance de ces termes qui sont employés. Cependant, il faut vulgariser. Vulgariser, c'est-à-dire crédibiliser le discours tout en ayant une approche littéraire ou une approche orale simple du phénomène, parce que sinon, les gens vont décrocher si on leur parle, si on leur tient qu'un discours technique. Ça, le discours technique, c'est entre scientifiques. Nous, on a besoin, évidemment, d'un discours fluide et accessible. C'est pour ça que je me propose d'interviewer et de recevoir Jean-Marc Sabatier de façon à ce que nous puissions l'entendre dans notre langage. Bon, bien qu'on ne met pas en cause ses compétences, au contraire, on va valoriser ses compétences scientifiques pour le crédibiliser. D'autre part, on va lui demander de nous parler simplement. Et ça, on en a besoin pour savoir où on va dans un langage accessible. C'est pour ça que je vous propose dans les commentaires de poser des questions, de me dire quelles seraient vos questions à vous personnelles, de façon à ce que je fasse un recueil et que je puisse lui poser directement. Sachez que également, j'envisage de le recevoir dans le département de Seine-et-Marne, 77, à moins qu'on trouve une autre solution. J'avais proposé que Dieudonné nous reçoive, mais ça, visiblement, je n'ai pas de retour. Donc, on trouvera les moyens pour organiser une rencontre pendant laquelle vous aurez deux séquences, la séquence de l'exposé, de la conférence, et une séquence questions-réponses, parce que vous arriverez et vous viendrez avec vos questions, et Jean-Marc Sabatier vous répondra. Ce qu'on espère, c'est la présence de gens qui soient scientifiques, qui soient médecins. Ça serait bien qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille dans le secteur médical pour lui poser des questions éventuellement techniques, parce que là aussi, on est ouvert au débat et à la confrontation si certains ne sont pas d'accord. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.
Thank you.